Oui, parce qu'il y a 20 ans quasiment jour pour jour, nous c'était un rapport qu'on a sorti récemment, Nicolas Sarkozy prononçait la fameuse phrase dans une cité, il faut passer le Karcher. Résultat, 20 ans de politique publique, est-ce qu'on a réellement passé le Karcher dans les cités, puisqu'on voit bien que c'est aujourd'hui ces problématiques, ce sont les personnes qui viennent de ces quartiers-là qui foutent le bazar à chaque événement festif, sportif ou culturel à Paris, puisque venant notamment de Seine-Saint-Denis, etc., etc. Mais pourquoi cela ? C'est parce que nous on a identifié plusieurs verrous, mais à la limite, s'il faut en retenir un seul, c'est la politique pénale. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où vous avez un écart tellement important entre une peine encourue pour un fait et la peine réellement effectuée, eh bien c'est une invitation à recommencer. Et quand on illustre avec ce qui se passe lors des émeutes ou de la fête de la musique, quand vous caillassez des policiers, quand vous attaquez à une école, quand vous attaquez à un bien public, la peine encourue, c'est au moins 5 ans de prison. Qu'est-ce qui se passe ? La peine encourue est à 5 ans de prison. Le juge prononce une peine inférieure à 1 an. Quand vous avez une peine prononcée par un juge de moins de 1 an, eh bien vous n'allez pas en prison puisque la peine est systématiquement réaménagée ou faite d'une autre façon. Et ensuite après, vous n'allez pas en prison. Et quel est le message qu'on envoie quand vous n'allez pas en prison à ces jeunes-là ? C'est une invitation à recommencer parce qu'ils disent la chose suivante : si j'ai un bracelet, finalement j'ai rien eu. Et donc en fait, comme on les invite à recommencer, on crée indubitablement de la récidive. Et c'est ça aujourd'hui le sujet. Et c'est ça qui explique pourquoi, depuis 20 ans, depuis 27 ans, on n'a jamais réussi à passer le Karcher. Alors on parlera tout à l'heure de la réponse pénale parce que la procureure de Paris... Français issus de l'immigration. Voilà. C'est pour ça que le sujet est bien plus profond que l'immigration irrégulière, l'immigration clandestine. C'est toute l'acquisition, le parcours d'acquisition de la nationalité qu'il faut revoir. C'est la question du droit du sol qu'il faut évidemment revoir. En fait, c'est qu'on a un stock, et c'est la question de Thomas, c'est qu'on a un stock de personnes, et moi je suis issu de l'immigration, ça peut m'embêter de le dire d'une certaine façon, mais qui aujourd'hui n'aiment pas la France. Mais il ne s'agit pas d'essentialiser, Mathieu, c'est là où effectivement on fait la différence. Et vous avez raison de rappeler que dans le sentiment patriotique, il échappe aussi à beaucoup de Français qui n'ont pas d'ascendance. Et tout à l'heure, vous avez dit on va faire un sujet sur la délinquance avec les chiffres, avec la surreprésentation des populations. On va en parler dans la deuxième partie. Il y a un autre chiffre qu'on ne peut pas avoir et qui est le chiffre réel aujourd'hui de ce que représente l'immigration dans l'insécurité. Ce sont le nombre de jeunes issus de l'immigration qui sont dans nos prisons. Et quand vous faites le calcul de tout cela, vous n'êtes plus à 20%, vous êtes à beaucoup plus. Et c'est ça aujourd'hui le vrai sujet, c'est qu'on a des jeunes qui sont en dehors du système républicain alors qu'ils sont français. Non, mais ces chiffres... Plus globalement, il y a un problème entre la Macronie et les Français sur les questions de sécurité depuis 2017. Parce qu'en fait, la problématique, c'est que Emmanuel Macron, et on la voit, je veux prendre juste deux illustrations. Emmanuel Macron, lorsqu'il y a les gilets jaunes, il parle tout de suite de Gaulois réfractaires. Il est très dur avec les gilets jaunes, il est très dur avec cette France périphérique, cette France rurale. Les peines avaient été lourdes. C'est pas lui qui condamne. Les peines avaient été lourdes. Ensuite, après, l'autre point, c'est quand il y a les émeutes de l'été 2023, là, pour le coup, il est tout de suite dans une logique d'apaisement. Il est tout de suite dans une logique d'excuse quasiment de la flambée des violences parce qu'il a peur, c'est ce qu'on dit souvent autour de lui à l'Élysée, qu'il a peur qu'il y ait un vaste mouvement de révolte issu des quartiers populaires en Seine-Saint-Denis, mais pas que d'ailleurs, dans toutes les villes de France. Et que cette peur-là fait qu'il n'agit pas et qu'il justement est sur cette logique d'apaisement dont on a parlé. Et donc depuis le début, la Macronie a un problème de diagnostic sur les violences et sur l'insécurité urbaine notamment dans notre pays. On vous répondra que ce ne sont pas eux qui disent aux magistrats quelle peine appliquer ensuite aux délinquants. Tu as raison de dire, c'est que la problématique, c'est vrai, mais c'est la loi ensuite qui est derrière. Les juges parfois ne font qu'appliquer la loi. Et moi, ce qui m'a toujours marqué, et je trouve que c'est vraiment dommageable, c'est qu'on dit souvent dans notre pays, lorsque la société évolue, il faut que le droit s'adapte à la société, notamment sur les questions LGBT ou les questions de société, de débat. On dit voilà, la société est plus progressiste, donc on adapte le droit, et on adapte la loi à la société qui est plus progressiste. On observe depuis au moins la fin des années 80 une augmentation de la barbarisation, de l'ultra-violence. Donc on a bien une société qui évolue vers plus de violence. Pourquoi, aujourd'hui, on n'est pas en capacité de faire évoluer le droit face à cette nouvelle évolution, cette nouvelle donne de la société, vers plus de barbarisation, plus d'ultra-violence ? Je pense que c'est ça, aujourd'hui, la problématique de fond. Et ensuite, après, pourquoi on ne le fait pas ? C'est aussi parce que dès qu'un politique tente de le faire, eh bien, il est bloqué par le Conseil constitutionnel, il est bloqué par la Cour européenne des droits de l'homme. Il faudra revenir sur ces verrous-là en 2027 pour pouvoir, justement, donner les moyens aux législateurs de pouvoir faire une nouvelle politique pénale. Il y a l'horizon 2027.
on imagine. Faudrait lui poser la question. Alors oui, on l'a invité, il ne veut pas venir, mais on aimerait lui poser la question. Mais il faudrait lui poser la question, est-ce que pour lui, l'intersectionnalité des luttes, concept de sciences sociales soi-disant, existe ? Si pour lui l'islamo-gauchisme n'existe pas, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas eu un tampon d'un expert dit universitaire, de gauche, souvent, qui a tamponné ce terme-là. Alors, je rappelle pour les téléspectateurs qui nous regardent, l'intersectionnalité des luttes, je ne suis pas sûr que tout le monde soit très à l'aise avec ça. C'est l'idée, développée par certains milieux de gauche, notamment du monde universitaire, qu'il y a une convergence de luttes entre, on va dire, des gens issus de l'immigration ou étrangers, etc., et le féminisme et le droit et les minorités féminines. C'est quand en fait les luttes s'entrecroisent et s'alimentent sont oppressées par une majorité dite patriarcale, blanche. Un discours qui fait florès à gauche, notamment dans les milieux universitaires. Exactement. Et donc de fait, vous avez une convergence d'intérêts entre, je vais schématiser, un bobo LGBT du Marais et un jeune issu de l'immigration en Seine-Saint-Denis, tout en sachant que celui-ci est peut-être homophobe. Enfin voilà, donc c'est ça que ça signifie, l'intersectionnalité des luttes. Et pourquoi lui, moi ce qui me marque beaucoup et ce qui est assez marrant, c'est que l'islamo-gauchisme existe surtout dans le milieu universitaire, existe surtout dans le milieu académique. Et pour autant, lui est en charge de ce périmètre-là de l'État. Comment peut-il ne pas le voir ? Et puis ensuite, après, il y a un autre point pour les Français, c'est que comme on a fait une démocratisation à outrance de l'enseignement supérieur, là, on est à quoi ? 95% de Français qui ont le bac. De plus en plus de Français ont maintenant quelqu'un dans leur famille qui a le bac, qui est dans le milieu de l'enseignement supérieur et qui vous rapporte la chose suivante. Quand vous êtes un jeune étudiant de droite, modéré ou juste qui n'a pas de conviction et que vous n'adhérez pas à toutes les thèses de l'islamo-gauchisme, eh bien vous allez vous faire censurer, martyriser. On va vous réduire votre liberté d'expression, que ce soit dans les universités, à Sciences Po, même dans les grandes écoles d'ingénieurs, et j'en conclurai par là. L'islamo-gauchisme, avec sa déviante écologiste, bride certains jeunes qui veulent travailler dans les sciences telles que le nucléaire, par exemple. Oui. Et c'est toute cette chaîne-là dans l'éducation de l'enseignement supérieur qui est à revoir. Et je trouve que commettre un déni de réalité en faisant comme le racisme anti-blanc, en jouant sur les mots, me paraît être quelque chose qui a fait encore perdre 10 à 15 ans de politique publique sur un sujet. Il y a une trame dans les sujets qu'on aborde quand même, c'est le déni de réalité. D'ailleurs, c'est ce que vous voyez en titre, c'est-à-dire